Alors, qu'est-ce qu'un shader? Un shader est un programme étant exécuté habituellement sur le GPU, donc votre carte graphique, ayant comme principal objectif de pouvoir avoir des données en entrée, d'opérer sur ces entrées et de fournir un résultat. Ce résultat est ensuite utilisé dans la suite de la pipeline de votre API de rendu et en exécutant d'autres shaders ou en exécutant d'autres opérations. Les shaders vont se suivre les uns après les autres et vont former par conséquent la pipeline de votre API de rendu. Un shader est exécuté de manière parallèle sur votre carte graphique ou sur votre CPU. Par exemple, si on prend le Vertex Shader, ce shader est en fait exécuté autant de fois qu'il y a de vertex, donc de sommets. C'est pour cela que les cartes graphiques sont très bons pour la 3D. C'est la simple et bonne raison qu'on peut exécuter énormément de programmes en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas avec les CPU. Les CPU sont très bons pour pouvoir exécuter des fonctions mathématiques et également pour pouvoir exécuter des tâches, des petites tâches parallèles. Donc en fonction, par exemple, un CPU 8 cœurs pourra exécuter 8 threads au total. Et par exemple, si on prend une carte graphique Nvidia ou AMD, pour le coup, ceci pourra exécuter des milliers de tâches en même temps, mais sera moins performant pour une tâche. Enfin, le langage principal pour un shader OpenGL est le langage GLSL, OpenGL Shading Language, qui se rapproche au langage C et qui est très facilement utilisable pour un non-connaisseur de shader. Il existe d'autres langages de shader possibles, comme par exemple le langage SPIRV, qui est également disponible en native par OpenGL. Il existe aussi d'autres langages disponibles, mais il vous faudra prendre des extensions pour pouvoir les utiliser. Enfin, nous, dans notre série de vidéos, nous nous concentrons sur le GLSL pour le moment. Maintenant, voyons à quoi ressemble un shader générique. Alors tout en haut, on va définir la version du shader en fonction de la version OpenGL choisie. De OpenGL 2.0 à 3.2 compris, les versions associées sont les suivantes. Donc vous verrez que par exemple pour la version OpenGL 2.0, on aura la version GLSL 1.10 et pour la version OpenGL 3.2, on aurait la version 1.50. Les versions supérieures à OpenGL 3.2 auront comme version GLSL associée le numéro de version OpenGL. Par exemple pour la version 3.3 d'OpenGL, on aura la version GLSL 330 associée. Ensuite, on aurait la fonction principale main qui, comme on sait, correspond au point d'entrée de notre shader. C'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur la structure d'un shader générique. Comme vous le voyez, c'est assez simple à comprendre. Les deux shaders de la pipeline OpenGL qui vont nous intéresser dans cette vidéo est le Vertex Shader et le Fragment Shader, qui sont deux shaders les plus importants de la pipeline OpenGL. Alors, qu'est-ce que sont ces deux shaders? Le premier shader, donc le Vertex Shader, est le premier shader de la pipeline OpenGL. Il se trouve au tout début de la pipeline. Comme le nom l'indique, le Vertex Shader va permettre de pouvoir définir les positions de sommet en fonction des données que l'on a configurées avec OpenGL. Autrement dit, le Vertex Shader va prendre en entrée un des sommets qu'on a défini lors du Vertex Buffer Object. Donc dans notre cas, le premier sommet qui est de -050500. Pour pouvoir utiliser les données qu'on a configurées avec notre VBO dans notre Vertex Shader, on va utiliser différents mots-clés, dont notamment le mot-clé Layout et le mot-clé Location. Pour faire simple, lorsqu'on a configuré les attributs de Vertex,
donc vous vous souvenez avec la fonction GL vertex attribute pointer, eh bien on a défini un emplacement, l'emplacement 0. Eh bien c'est ici que cela va nous être utile. On va tout simplement renseigner donc l'attribut 0. Donc on va mettre layout, entre parenthèses location égale 0. Cela va indiquer que l'on souhaite récupérer les données de l'emplacement 0 pour pouvoir les utiliser dans notre vertex shader. On va utiliser comme type pour notre donnée de position un vecteur 3 qui est exactement ce qui définit une position, 3 composantes x, y, z. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur les vecteurs qui introduit la notion de vecteur. On va également associer le mot-clé in pour dire que cette donnée est une donnée en entrée de notre vertex shader. Ceci étant fait, on va tout de suite aller dans la fonction principale qui est la fonction main, où on va devoir renseigner la position finale de notre sommet. On va tout simplement définir une variable intégrée à OpenGL qui est la variable GL position. Cette variable est un vecteur 4. Pourquoi un vecteur 4? Tout simplement que OpenGL utilise cette donnée en interne pour la suite des opérations, et un vecteur 4 est composé de 4 composantes, x, y, z, w, où x, y, z dans notre cas serait la position de notre sommet, et la dernière composante serait utilisée pour la projection perspective que nous verrons plus tard lorsqu'on passera aux projections perspectives et orthographiques. Mais pour le moment, on va se concentrer sur une valeur égale à 1, car tout simplement, on n'en a pas besoin pour le moment. On va tout simplement juste renseigner la position finale de notre sommet en renseignant directement les données renseignées en entrée de notre vertex shader. Donc on va lui passer pose.x, pose.y et pose.z, et enfin la dernière composante sera de 1.0. Vous voyez que le vertex shader, un vertex shader de base contient uniquement ces données, c'est tout simple, et il n'y a pas besoin d'autres éléments pour pouvoir fonctionner. Alors maintenant passons à un autre shader qui est le fragment shader, qui va permettre de pouvoir définir la couleur d'un pixel. Les fragments shader se passent après différentes opérations, et à cette étape de cette opération, tous les pixels que vous voyez à l'écran passent par ce fragment shader, où un fragment correspond en réalité à un pixel. Si je prends un triangle, on peut en réalité le subdiviser en pixels, où ce procédé s'appelle en réalité la technique de rasterisation. On verra peut-être dans d'autres vidéos comment réaliser ce procédé, mais dans les pipelines OpenGL, et même dans presque toutes les pipelines d'API de rendu, la rasterisation est exécutée en interne, et on n'a pas forcément le contrôle sur cette étape de la pipeline. Pour faire simple, en entrée du fragment shader, on va renseigner une valeur de sortie, un vecteur 4, qui va correspondre à la couleur de notre pixel. Une couleur, c'est tout simplement 4 composantes. La composante red, green, blue, et la composante d'alpha. Donc rouge, vert, bleu et transparence. C'est pour cela qu'on va stocker ça dans un vecteur 4 qui définit très bien une couleur. On va aussi lui associer un mot-clé, le mot-clé out,
permettant de pouvoir renseigner à OpenGL que cette valeur de sortie correspond à la sortie de notre fragment shader. Dans la fonction main, on va juste renseigner une couleur quelconque, disons l'orange par exemple, et initialiser notre valeur de sortie comme ceci. Tout simple, on n'a pas besoin aussi également de faire d'autres choses particulières, c'est plutôt très basique. Alors comment on va procéder pour pouvoir utiliser les deux shaders dans notre code OpenGL? Eh bien on va d'abord commencer par créer des identifiants pour chaque shader, comme on l'a fait pour les vertex buffer object, mais cette fois en appelant la fonction gl create shader et en lui passant le paramètre de shader associé. Donc dans le premier cas qui est le vertex shader, donc l'attribut associé est gl vertex shader. Ensuite on va stocker notre programme dans un tableau de caractères. On aurait très bien pu le mettre dans un fichier, mais pour le moment on va se contenter directement de l'écrire en dur, car tout simplement le shader n'est pas très long et on aura l'occasion de le faire plus tard quand l'architecture du programme commencera à devenir assez long. On va également, comme tout programme, compiler notre shader où le compilateur sera directement OpenGL. C'est OpenGL qui se chargera de compiler le vertex shader. On va associer notre index, la source de notre index à notre tableau de caractères. On va associer la source, le fichier source à notre index vertex shader. Cette fonction va prendre 4 paramètres. Le premier donc c'est l'index. Le deuxième va correspondre à est-ce que on a plusieurs index, est-ce que c'est un tableau d'index ou un seul index. Dans notre cas ici on a juste un seul index. Et pour le paramètre suivant, il va prendre en paramètre un tableau de caractères pour si on souhaite avoir deux shaders en même temps, associer deux shaders à nos différents index. Enfin, le dernier paramètre, si on souhaite avoir plusieurs shaders associés à la taille de chaque tableau de caractères. Mais dans notre cas, on n'en a qu'un, on n'aura pas besoin, du coup, on va mettre le paramètre nul. Donc on compile notre vertex shader. Et enfin, on vérifie si la compilation a bien fonctionné en appelant la fonction glgetShader IV et en lui passant comme paramètre les paramètres suivants et comme énumérateur le paramètre glCompileStatus. Donc ça va nous permettre de récupérer des informations en cas d'échec de la compilation de notre vertex shader. Donc ceci étant fait, on va passer à la suite et faire la même chose concernant le fragment shader. Donc c'est assez similaire, sauf que pour la création du shader on lui passe l'énumérateur glFragmentShader et pour la source du fragment shader on va lui passer du coup notre fragment shader qu'on a expliqué juste avant. Enfin, il faut pouvoir lier ces shaders ensemble et s'assurer que les shaders fonctionnent bien ensemble. On va d'abord créer ce qu'on appelle un shader programme qui contient en gros cette liaison de shaders. Donc ça va retourner ici un index également. On va attacher le vertex shader et le fragment shader à notre programme. Et enfin, on va linker le programme qui va s'assurer que les shaders sont bien associés ensemble.
On va pouvoir vérifier si s'il n'y a pas eu d'échec en utilisant l'argument GL-Link-Statue, comme on l'a fait précédemment pour vérifier si la compilation de fragments de shader et de vertex shader était bien valable. Enfin, il faut activer l'utilisation de notre shader, car comme je vous l'ai dit, on peut utiliser différents shaders pour les mêmes données envoyées. C'est très pratique pour pouvoir avoir différents styles de rendu et pouvoir switcher de l'un à l'autre. Donc là, nous, on va utiliser notre programme qu'on vient de créer à l'instant, donc la variable shader programme. Enfin, on n'aura plus besoin des objets vertex shader et fragment shader pour la suite, donc on peut les supprimer. Donc ceci, ça constitue grosso modo l'initialisation de nos shaders, qui n'est pas très long en réalité, mais vous verrez qu'on va ajouter énormément de choses, donc par la suite, donc sûrement dans la prochaine vidéo, on va un peu réarchitecturer ça pour que ça soit beaucoup plus compréhensible. Enfin, il nous reste encore une dernière fonction à appeler, qui est la fonction de dessin, qui va permettre de pouvoir débuter la pipeline OpenGL et obtenir notre tableau de pixels. Alors, la fonction est la suivante. Donc, GL draw array, qui va prendre en premier argument le type de primitive. Donc, dans notre cas, c'est des triangles. Donc, on va appeler GL triangles. Le deuxième va définir l'emplacement du premier sommet. Donc dans notre cas c'est le sommet 0. Et enfin le nombre de sommets que l'on souhaite opérer. Donc dans notre cas ça sera 3 sommets vu qu'on est dans un triangle. On compile. Ok, donc j'ai trouvé l'erreur. L'erreur était la suivante. On avait oublié, je me suis trompé quand j'ai renseigné les sommets. Donc c'est bien le sommet en bas à gauche de votre écran. On recompile du coup. Et cette fois-ci, on n'a toujours pas de triangle. Okay. Je reviens tout de suite. Alors, on va changer une petite chose. Vous avez mis un tableau de vertex comme ceci, mais apparemment il n'aime pas trop ça. Donc, on va directement utiliser un tableau interne, un tableau natif directement avec la déclaration comme ceci. Donc ça on va l'enlever et normalement je viens de tester, du coup ça devrait fonctionner. Voilà, du coup on a bien un triangle. On peut changer la couleur car c'est assez c'est un peu éclairant, donc on va mettre du gris, c'est bien le gris 06. Hop. On va rajouter chaque fois. Et comme couleur, on va mettre du bleu. On relance. Et voilà, on peut changer comme ça la couleur de notre triangle.
Ceci termine l'initiation de notre triangle. C'était plutôt long cette vidéo, mais il y avait beaucoup de fonctions de l'API OpenGL à expliquer, et notamment la notion de shader. La prochaine vidéo sera moins technique, ça va pas demander d'utiliser trop de notions OpenGL, en tout cas pas des choses qu'on a déjà expliquées dans cette vidéo. On va notamment voir comment utiliser des sommets partagés, comme par exemple un carré qui est constitué de 4 sommets. Également, on va voir comment avoir plusieurs objets et ne pas trop être chargé en appel de fonctions OpenGL, notamment avec les VAO. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Et des choses plutôt fun aussi, on va voir comment afficher en passant d'un triangle à un cercle en utilisant les polygones réguliers. Enfin, nous verrons comment afficher une grille sur votre écran, et comment pouvoir afficher ce qu'on appelle des wireframes, qui est grosso modo les contours de nos différents triangles. Enfin, je vous ai mis en description les différents liens qui m'ont permis de faire cette vidéo. Je vous ai mis notamment le site LearnOpenGL, sur lequel je me suis inspiré pour faire ce petit tutoriel. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, et en commentaire il y a beaucoup de choses qui ont été faites comme démonstration avec ce tutoriel. Quoi d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Dans tous les cas, je vous mettrai les autres liens si j'en ai oublié, maintenant. Et on se dit à plus pour d'autres vidéos. C'était Marwan, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles quêtes d'un programmeur. Salut!